Asie Direct nous emmène ce matin en Chine. On retrouve notre correspondant à Pékin, Joris Zilberman. Bonjour Joris. On commence bien sûr par une revue de presse et ce matin, tous les journaux reviennent sur les émeutes de Xinjiang. Et absolument, je retiens aujourd'hui le Beijing News qui titre « Les criminels des attaques terroristes au Xinjiang ont été tous arrêtés ». Il fait allusion à la fois à l'attaque ici de ce vendredi à Hotan qui a fait une trentaine de morts, mais aussi à l'attaque de mercredi à Tourfan qui a fait 35 morts. Alors sur ces attaques, c'est le mot attaque terroriste, c'est le mot de la presse chinoise, du gouvernement. On a extrêmement peu d'informations. Les journalistes étrangers sont interdits d'accès dans ces zones. Mais l'important pour le Beijing News et pour le gouvernement chinois, c'était de montrer la démonstration de force. Vous voyez ici, plus d'1 millier de soldats ont été déployés dans les rues de cette province musulmane, le Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, comme une cérémonie, dit le journal, pour montrer la lutte contre le terrorisme. Joris, autre sujet commenté dans la presse, les querelles territoriales entre la Chine et ses voisins. Il y a de nouvelles tensions en mer de Chine du Sud. Oui, absolument. Et là, je choisis aujourd'hui le China Daily où l'on voit le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui assiste au 14e sommet de l'ASEAN, l'association des pays du sud-est asiatique, qui avait lieu ce dimanche à Brunei. Et là, la Chine essaye de se montrer conciliant. On voit le titre ici, Diffusing Tensions, essayer de désamorcer les tensions. La Chine doit faire face aux critiques extrêmement fortes des Philippins qui accusent la militarisation et l'agressivité chinoise dans la revendication des îles de mer du Chine du Sud comme représentant une menace pour la paix. Le Japon a assuré les Philippines de son soutien. Joris, on va maintenant regarder votre reportage. Vous vous êtes rendu à Tianjin, symbole des projets faramineux qui menacent les finances de la Chine. Tianjin est en train de sortir de terre et le gouvernement espère que dans quelques années, ce sera un pôle d'activité majeur. Pour cela, il a fallu emprunter des dizaines de milliards d'euros. Le problème, c'est qu'à travers le pays, les projets comme celui-là se multiplient. La surchauffe n'est pas loin. À la fin de l'année 2012, l'endettement national s'élevait à 468 milliards d'euros. Reportage. Encore une ville entière qui sort de terre en Chine. Nous sommes à Pinhai, la nouvelle zone de développement de la grande ville de Tianjin, près de Pékin, soit un monumental quartier d'affaires en devenir. Le projet a créé des milliers d'emplois pour les ouvriers. Ici, on travaille pour un salaire bien plus élevé qu'ailleurs. Et puis les conditions de travail nous conviennent très bien. Quel est votre salaire mensuel ? Environ 650, 750 euros. Et avant ? Moins de 400 euros. L'ambition de la zone de Pinhai est tout simplement de devenir un petit Manhattan. Un gratte-ciel Rockefeller doit voir le jour. Pinhai doit devenir d'ici une décennie le 3e centre financier de la Chine après Shanghai et Shenzhen. Le gouvernement central s'intéresse beaucoup au développement de notre nouvelle zone de Binhai. Il a inscrit notre zone dans une stratégie nationale à l'échelle de toute la Chine. Donc avec le soutien du gouvernement et une base économique solide, notre développement ne devrait connaître aucun problème. Le problème, c'est que le projet repose aussi sur un prêt bancaire gigantesque de quelques 50 milliards d'euros via une quarantaine de plateformes financières parapubliques. La ville nouvelle devra accueillir 5 millions d'habitants. Mais déjà, elle se développe trop lentement et fait penser aux villes fantômes qui se multiplient en Chine. Le retour sur investissement est donc pour l'instant très improbable, ce qui fait de Tianjin l'un des symboles des dettes abyssales des gouvernements locaux en Chine. Dans ces conditions, si la situation des plateformes financières locales continue de s'aggraver, la Chine court le risque de la faillite financière. Et dans la mesure où les finances locales sont liées aux banques, eh bien, c'est la stabilité de l'ensemble du système financier et économique du pays qui va être menacée. Et si le système financier chinois est menacé, c'est la population qui pourra voir son épargne disparaître. Aujourd'hui, la Chine vit sur ses immenses réserves, mais combien de temps encore le gouvernement central pourra permettre des prêts bancaires sans garantie de remboursement ? On est toujours en duplex de Pékin avec notre correspondant Joris Zilberman. Joris, est-ce qu'il y a un début de réflexion en Chine sur les moyens de réduire la dette et d'éviter une explosion du système bancaire ?
Alors pour le moment, le gouvernement central renvoie un petit peu la balle dans le camp des banques et des collectivités locales pour essayer de résoudre ces dettes abyssales locales. Mais le problème, et on l'a vu ces dernières semaines, il commence à y avoir déjà des symptômes inquiétants de cette dette abyssale, en particulier cette crise du crédit, cette crise en particulier de liquidité, un manque de cash sur les marchés financiers en Chine. Et là, le gouvernement, la Banque centrale a commencé à dire que c'était aux banques de s'en occuper, et puis il a bien fallu accepter de verser, d'injecter des liquidités pour stabiliser le système. Et on voit bien là le cercle vicieux dans lequel la Chine se trouve d'une certaine manière. D'un côté, elle a pris conscience de ses dettes abyssales, elle ne veut plus de ses créances douteuses, mais elle est obligée de temps en temps de réalimenter le système. C'est un cercle vicieux, tout est sous contrôle pour le moment, mais jusque quand ? Merci beaucoup Joris pour votre reportage. Demain, nous irons dans le nord du Pakistan où les professionnels du tourisme sont très inquiets après la mort de 9 alpinistes étrangers tués par les talibans. Restez avec nous. On passe maintenant à l'actualité.